Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello hello et bienvenue sur Phoenix l'échec mention très bien. Aujourd'hui avec Denis. Bonjour. Salut Denis, ça va ? Oui, ça va très bien. Top. Denis qui fait le déplacement depuis Lille, qui est en transit. Denis qui est un globe-trotter et qui nous a rendu visite ici. Alors d'habitude, c'est plutôt des Philippines à Paris, en passant par l'Albanie, etc. Là, non, c'est Lille, c'est moins exotique, mais on fait avec ce qu'on a. Écoute, on fait comme on peut, franchement. Mais donc, du coup, c'est trop cool de t'avoir, Denis. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas ? Alors, oui, ils doivent être nombreux. Je m'appelle Denis Tribaudot, je suis formateur en technique de survie, plutôt en milieu naturel, même si je peux intervenir en milieu urbain. Mais moi, ce que j'aime, c'est être au milieu de la nature. Voilà. Trop cool. Denis qui, on va pas se le cacher aujourd'hui, va nous amener un beau recul sur la vie, parce que Denis... c'est pas une insulte que je vais dire aujourd'hui, t'es le senior de Phoenix. Oui. À 52 ans. Plus ça va, plus ça m'arrive. 52 ans, t'es mon senior depuis tous les épisodes, c'est génial. Alors on va avoir un vrai recul aujourd'hui sur les choses. Tu veux que je prenne une voix un peu... oui, de mon temps. C'est-à-dire que là... Non mais du coup, Denis, quelle belle définition tu as aujourd'hui, enfin, quelle est ta vision de l'échec, avant qu'on rentre dans le sujet plus profondément avec toi ? Alors, ouais, alors c'est des phrases toutes faites qu'on dit en survie, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort, etc. Donc un échec, c'est jamais un échec total. Ça nous permet de rebondir. Enfin moi, ma vie, quand je me retourne un petit peu, a fait que je me suis rendu compte à chaque fois que j'avais des échecs, j'arrivais à rebondir. Donc un échec peut être positif. Alors voilà, c'est facile à dire, mais c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. Sur le moment, on est très très mal, quoi. Voilà. Alors la vision de l'échec. Tout de suite, là, je vois un jeu d'échecs. Voilà, on peut gagner aux échecs. Oh, pas mal. C'est pas mal ça. Et pour un vieux, c'est pas mal. Sympa. Non, top, très belle vision. Tu le fais bien remarquer, parce que souvent les gens maintenant aiment bien tirer dessus en disant oui, l'échec, c'est facile de dire qu'à chaque fois on se relève. Ouais. Oui, ça dépend des gens, ça prend du temps, mais oui, c'est pas une fin en soi. Donc, je te rejoins à 200%, Denis. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un échec, ou en tout cas, on va essayer de retracer plusieurs échecs que toi t'as pu vivre au cours de ta vie, en commençant par du coup peut-être le manquement qu'a pu avoir l'éducation nationale et le manque en tout cas d'orientation à l'époque où tu avais 14 ans et où tu te cherchais et où ça a été le bordel, et on va voir qu'après ça finit bien, mais en tout cas c'était le bordel, quoi. Oui, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se finit bien. Exactement. Donc quelque part, merci à ces personnes qui m'ont permis d'être en échec, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est ça. Donc à elles, pardon. Donc quelque part, voilà, ça m'a servi, parce que tout sert dans la vie. Oui, j'avais 14 ans, enfant timide, réservé, complètement inhibé. Il y avait que le sport dans ma vie, et puis surtout la nature. Depuis tout petit, je voulais être un Indien, je voulais être un archéologue, je voulais être un aventurier, je voulais être au milieu des oiseaux, des arbres et de la nature. Et 12-13 ans, l'éducation nationale, le système ne me plaisait vraiment pas. J'avais des capacités, mais le système d'aller en cours au collège là et d'entendre comme Dieu vivant sur son estrade de 10 cm le prof là qui débitait des trucs dont il était même pas persuadé à la fin, parce qu'il était ça faisait tellement d'années scolaires qu'il répétait le même programme, etc. que voilà, je m'endormais très vite, donc ça leur plaisait pas, je faisais le minimum, le cancre moyen qui a des capacités mais qui en fout pas une, et donc ils ont essayé de me mettre un ultimatum en m'aiguillonnant un petit peu, en me mettant au défi de réussir. Alors j'ai travaillé un peu, j'avais 13 de moyenne, ils étaient contents, mais je me souviens d'un prof qui m'avait dit Tribaudot, vous y arriverez jamais dans la vie, le coup classique, et moi je l'ai cru.
Donc je lui dis ok, ce système-là me convient pas du tout. J'étais délégué de classe quand même, et donc j'assistais au conseil de classe, donc je voyais tout ce qui se disait sur les autres et sur moi. Donc ça c'était assez intéressant. Et je les ai pris au mot. Ils m'ont dit vous passerez jamais en 4e. Parce que vous n'avez pas le niveau, etc. Enfin, ils devaient me tutoyer parce que un prof. Tutoie, mais toi tu vous vois. Bien sûr, normal. Il a le savoir et il a le pouvoir. Et donc il m'avait dit ça au premier trimestre et puis ça m'a quand même un peu comment dire. J'ai eu un sursaut d'orgueil et je me suis mis un petit peu à travailler pour avoir juste la moyenne pour passer en 4e. Et puis, au dernier conseil de classe, j'étais 6e de la classe. Ils ont dit, Tribaudot, très bien. Là, vous avez le niveau, enfin, tu as le niveau pour passer en 4e, etc. J'ai dit, mais non, mais moi, je suis resté sur le premier trimestre, c'est-à-dire que je n'étais pas capable de passer en 4e. Donc maintenant, vous me faites tout chier. Je leur ai dit ça au conseil de classe à 14 ans. Vous voulez que j'aille en LEP? À l'époque, c'était un LEP, lycée professionnel. Je vais y aller. Et alors là, levée de bouclier, comment ça, mais non, c'est une voie de garage, etc., etc. Et là, mais ils me sont tous tombés dessus, à moi et mes parents. Et il y a que mon prof de maths, je m'en rappellerai toujours, comme quoi, qui a dit, écoutez, pour une fois qu'il y en a un qui veut faire quelque chose, qui sait ce qu'il veut faire, on va le laisser partir. Et c'était Monsieur Papon, comme quoi tous les papons sont pas forcément de mauvaises personnes. Je m'en rappellerai toujours. Donc lui, merci. Et il m'a laissé partir. J'ai fui ce système éducatif qui me convenait vraiment pas du tout pour aller dans un lycée professionnel. Mais alors lequel? Et je me retrouve dans le bureau de comment on appelle ça, de l'aiguillage de masse, voilà, qu'on appelle conseiller d'éducation. Je sais pas ce qu'il m'a conseillé, je sais pas ce qu'il m'a éduqué, mais enfin bon. Et comme je dis, voilà, quelqu'un qui a conseillé la conseillère d'orientation. Oui, voilà. Puis je pense qu'on arriverait au serpent qui se mord la queue. Et puis là, c'était assez risible, mais j'étais tout seul. Il n'y avait pas mes parents. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, moi, je veux être garde forestier, toujours dans la nature. Ça me correspondait bien. Je pouvais intégrer une école comme ça. Quand elle m'a dit, tu veux être garde forestier, très bien. J'ai ce qu'il te faut. Tu vas passer un CAP menuiserie. C'est pareil, c'est dans le bois. Alors oui, c'est vrai, on travaille le bois, mais à part ça, il n'y avait pas du tout de connexion avec ce que je voulais faire. Les petits oiseaux en atelier de menuiserie, c'est plutôt la raboteuse, la dégo, la scie à ruban, c'est plutôt 80 décibels dans la tête toute la journée. C'est bon. Et puis j'en avais tellement ras-le-bol du système que je dis oui. Voilà. Donc premier échec, quoi. Franchement, j'ai fait le grand écart là avec ce que je voulais être. Je me suis retrouvé en bleu de travail, à écouter des profs super, mais j'ai fait de mon mieux, parce que j'étais un peu soumis quand même, rebelle, mais conciliant, on va dire. C'est marrant, mais intérieurement, ça bouillait. Et un coup de bol, ça m'a plu quand même, le travail du bois. Donc j'ai fait du CAP au BTS. Donc j'ai un CAP menuiserie, CAP ébéniste, CAP charpentier, BEP agencement intérieur, bac pro et BTS. Ça t'a plu parce que du coup t'as un peu forcé le truc. Tu t'es dit genre faut peut-être que j'insiste, même si ça te plaisait pas. Tu t'es fait violence un peu quand même. Sûrement. Ouais. Puis surtout il y avait, je me rappelle les premières années en CAP, il y avait 24 heures voire plus d'ateliers. Donc la moitié de ta semaine, voire plus, était consacrée au travail manuel. Et puis alors le niveau théorique, le niveau en maths français était très très bas, ce qui fait que j'étais en vacances quoi. Okay. Donc je pouvais me consacrer tous les soirs, je faisais mes devoirs au fur et à mesure qu'il les donnait, tellement que c'était simple. Je me rappelle la première note à attribuer en maths, c'était la première interro, c'était 3 divisions. Et il y en avait qui savaient pas faire 3 divisions. Donc, quand même, moi, j'avais un certain niveau en culture générale ou en maths. C'était très facile. Donc, j'avais plus qu'à me concentrer sur les 24 heures d'atelier où on n'avait jamais de devoirs à la maison. Donc, c'était simple. Dès que je quittais l'atelier à 6 heures, après, j'allais m'entraîner. Je faisais du sport vraiment tous les jours dans le handball. Donc, voilà, j'ai trouvé mon équipe comme ça. Mes premières grosses ruptures, parce que il a fallu que je mette un terme à mes rêves de vivre dans la nature, au milieu des bois, en comptant les oiseaux, en faisant un métier qui me plaisait. J'ai ravalé ma salive, j'ai rien dit, et puis voilà. Donc premier échec, mais je m'en suis contenté. Et puis après, le deuxième, comme je faisais beaucoup de sport à outrance, je faisais 3 matchs dans le week-end, un match le vendredi soir en volleyball, en régional, c'était un bon niveau, là où j'étais. Et puis le samedi soir, du handball en national.
Donc ceux qui me connaissent pas, je suis 1m83, 80 kg. C'est très léger pour un handballeur, surtout à l'arrière. On peut faire une grosse carrière en équipe de France. Guigou fait à peu près cette taille-là, mais il est exceptionnel et très léger, et il est ailier. Moi, j'étais à l'arrière et je me chopais les locomotives qui arrivaient, là, des 130 kilos qui arrivaient pleines billes, et j'avais pas peur. J'étais un peu fracassé sur le terrain, j'apprenais à voler, etc. Mais bon, j'y allais, et puis j'avais ma place. C'était incroyable. Et le dimanche, parce que je sautais assez haut et que c'était facile, les entraîneurs m'avaient dit ça, j'étais dans les buts en 4e division. Là, je jouais contre les réserves des grands clubs. Mais c'était simple, ça me fatiguait pas. Il suffisait juste de choper un ballon de temps en temps, me prendre la barre transversale 2-3 fois. Et puis voilà, j'avais ma place aussi. Voilà. Donc je faisais beaucoup de sport, mais par rapport à mes capacités physiques, j'étais en sur-régime. Mais ça, et blessure, du coup, à un moment donné. Et ouais, à un moment donné, un genou qui lâche. Pour les spécialistes du handball, ma spécialité, c'était de faire un appel, un pied, donc appel pied droit. Je suis droitier. C'est assez compliqué. Pour leurrer le gardien. C'est-à-dire je sautais à contre-temps, ce qui fait que le gardien était un peu pris de court dans sa sortie, où il éclate quand on faisait des 1 contre 1, etc. Et après, deuxième petite spécialité, je faisais des lobes. Donc je feintais en étant en l'air le tir, et après je lobais le gardien. Sauf qu'un jour, je suis tombé sur un gardien plus intelligent que moi, et il m'avait sûrement vu, où le coach avait dû sûrement lui dire que Thibaudot faisait ça à chaque fois. Et donc, j'ai fait mon appel un pied, et puis j'ai feinté le tir. J'ai voulu faire le lob, et là, j'ai vu le gardien qui rentrait dans ses cages, donc impossible à lober. Donc, il a fallu que je réarme, et donc, fatalement, j'ai perdu énormément de temps en l'air. Et quand je suis retombé un peu trop tard sur mon genou, enfin, sur le pied, mais mes muscles frêles de ma cuisse ont lâché. Et là, ça fait un grand crack. Et là, tous les espoirs de carrière pro, boum. Ah ouais, là, ouais. Enfin, pas tout de suite, hein. Parce qu'on a 18 ans, on est un peu frappadingue. J'avais un match le lendemain au foot. Je me suis dit, faut que je me soigne pour que demain je sois dans les caisses au foot. J'ai pas pris conscience tout de suite. Puis après, on m'a bien fait comprendre que c'était fini pour moi, au moins pour la saison. Et puis, et j'ai été opéré. J'ai une corde de tir à l'arc. J'ai du dacron dans le genou avec des grosses aggraves et tout. Pour les spécialistes, c'est le latéral et les croisés qui ont lâché, plus les ménisques, etc. Donc, une grosse opération. Voilà. Je suis passé sur la même table d'opération que Rocheteau. Et non, tu connais pas. Ça me dit rien, malheureusement. L'Ange Vert. Ceux qui sont nés avant 68 le seront. C'est une légende du sport. Voilà. Ouais. Il jouait à Saint-Étienne. C'était notre meilleur ailier qu'on ait jamais vu en équipe de France. C'était à l'époque Platini. Et donc, du coup, alors là, on recontextualise. Donc, bon, il y a eu toute cette galère avant où tu fais quand même tout ton parcours scolaire. Bon, tu trouves un peu de plaisir malgré tout parce que tu forces le truc. Ouais. La carrière pro s'en va. Et donc, après, tu décides de faire quoi? Donc, parce que tu te plais un peu après toutes tes études, mais vers quel métier tu t'orientes? Alors là, j'ai décidé de passer le concours des Beaux-Arts pour pas m'arrêter. Et je l'ai. Alors là, c'est une victoire incroyable. J'accompagne un copain. Hein. Ça fait très Star Academy, ce que je raconte, mais c'est exactement ça. Les mecs qui réussissent, ils disent toujours ça. J'étais là par hasard, puis j'étais prise au contrat de mannequin, tout ça. Mais là, moi, j'arrive aux Beaux-Arts, dans un grand hall d'exposition. On était plus de 650. Et puis, il y en avait 52 prix. J'accompagne vraiment le copain pour voir... Et puis lui, il a été pris, moi aussi. Voilà. Donc incroyable, un coup de bol, comme quoi il en faut aussi de temps en temps. Et je me retrouve aux Beaux-Arts à faire designer. Donc j'ai un diplôme de design que j'ai passé un peu d'une manière un peu fantomatique. C'était un peu les vacances. Je l'ai eu. Donc, est-ce que j'avais le niveau ou pas? Est-ce que le niveau des Beaux-Arts était très bas? Je ne sais pas. Mais n'empêche que ça m'a vachement ouvert, les Beaux-Arts, quand même. J'avais mal à la tête tous les soirs parce que les profs nous trituraient. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Le beau, du laid. Enfin, on remettait toutes ces valeurs-là que j'avais appris en BTS. En BTS, c'est 0 ou 1. T'as juste ou t'as faux. Ça marche ou ça marche pas. Là, aux Beaux-Arts, tout est remis en cause. C'est aware, comme dirait l'autre. C'est waouh! Le monde des artistes, là, j'étais même marginal. J'ai pas de tatouage, pas de piercing. Je fumais pas du shit. J'étais en basket, jean, t-shirt. J'étais un ovni. Voilà. Et j'ai connu ma femme aux Beaux-Arts. Ça m'a servi, quand même. Ah bah ouais. Parce qu'elle aussi était en t-shirt, basket, jean. Pas de tatouage, pas de piercing. Et on se voyait vraiment de loin aux Beaux-Arts, hein, parce que de loin.
dans la salle, dans l'amphi, on se repérait, hein, parce qu'ils avaient tous une dégaine incroyable, les artistes. Moi, double victoire, du coup. Double victoire merci, entre quelques échecs. Donc, voilà. Mais je me suis repété le deuxième genou, bien sûr, au handball, parce que j'avais repris le sport, et bingo, patatras. Donc, le sport de haut niveau, de très haut niveau, c'était cuit, de haut niveau, c'était cuit, donc j'ai tout arrêté. Voilà. Et là, du coup, tu choisis de faire quoi, donc? Après les beaux-arts. Là, ça a été. J'ai eu mon diplôme. Avec ma femme, on a été d'échec en échec au niveau de l'emploi. Pas d'emploi. Enfin, il n'y avait pas de boulot de designer ni de graphiste. Ma femme était graphiste. Et puis, on tournait un peu en rond. Ça n'a pas duré longtemps. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, personne ne nous veut, donc on va se faire notre trou tout seul. Et on a monté notre boîte tout seul. Voilà. On a acheté un ordinateur. On est la première génération de graphistes et de designers travaillant sur matériel informatique avec une petite pomme, tu sais, sans faire de marque, sans citer de marque, voilà. Et voilà, j'ai appris sur le tas, et puis ça a bien marché. Mais très vite, j'ai tout fait, parce que là, c'était dans un bureau de 4 mètres carrés, on était dans une cave quasiment, et puis il fallait chercher pendant des journées, des gens qui nous fassent confiance quand t'es jeune en France. Voilà, à l'époque, toi, c'est le vieux qui parle. Il fallait faire ses preuves, mais personne te donnait la chance de faire ses preuves, donc c'était simple et vite vu. On a bataillé un peu, et puis à un moment donné, j'ai dit stop. Je vais reprendre. J'avais fait quelques saisons d'animation dans les clubs de vacances. Et là, j'ai fait une grande saison pour gagner de l'argent. Donc, ceux qui sont animateurs connaissent aussi. Avant saison, t'as les vieux, les retraités qui viennent en bus, là, voilà. Donc, ils sont très sympas, les vieux. Ils nous racontent plein d'histoires. Ça réagit pas très vite, mais voilà, ils sont sympathiques. Les gens, ils sont calmes. Voilà. Pas trop, parce que les vieux ensemble, ça fait beaucoup de bruit. Okay. Non, puis c'est un bon public, j'ai adoré. Et après, au mois de juillet, t'as les juilletistes, les familles. Donc là, ça piaille dans tous les sens, t'as les gamins, c'est un peu pénible. En août, on dit que c'est les Haussiens, c'est vraiment le peuple, sans être péjoratif, mais ça brasse, ça bouge encore plus, etc. Et puis au mois de septembre, hop, on a les vieux. Et là, saturation totale. Parce que au mois de juin, mai, juin, tu les vois sympathiques, ils sont vieux, on leur doit le respect, etc. C'est grâce à eux si on est là, etc. Ils ont vécu, moi, à mon époque, ils avaient vécu la guerre, quoi. Et puis voilà, et au mois de septembre, fin septembre, j'ai complètement saturé. Et là, j'ai vu tout le mauvais côté des anciens, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent pas forcément bonjour, pas forcément merci, ils redeviennent un peu en enfance. Puis l'esprit de groupe, 50 personnes ensemble qui viennent pour prendre un café que tu dois servir en un quart d'heure, ils tapent des pièces sur le comptoir. Ah, moi je veux, moi avant, j'étais là avant elle. J'ai pété un câble. Donc là, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti sur les routes. Voilà. Sur les chemins, pardon. C'est le début du grand changement, là. Ouais, alors j'ai fait mon Into the Wild à moi, quoi. Mais j'ai erré dans l'Europe, mais vraiment... j'ai clochardisé pendant 11 mois. T'as pris un gros sac à dos vraiment du jour au lendemain. Et ta femme t'a rien dit? Parce que t'étais du coup avec ta femme déjà avant. Oui, elle a compris. Mais elle a compris. Enfin voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. C'est parti J'en avais besoin. 11 mois. Plus parler à quiconque, plus croiser des gens, être le plus près possible de la nature, se réimmerger, se ressourcer, se réancrer avec l'essentiel. Voilà, j'avais besoin de ça. Tu faisais quoi, du coup, en fait, l'objectif de la journée, c'est que t'en avais pas? T'en avais? Je suis parti, mais pas trop. Enfin, à un moment donné, je me dis, faut que je parte, mais faut que j'ai un but. Ouais. Et un an avant, à la télé, j'avais vu le mur de Berlin tomber. Donc c'était en 89, et moi je suis parti en 90. Décembre 89, je me souviens pas de beaucoup de dates, mais là, tu vois, ça m'a marqué. En décembre 89, je vois le mur de Berlin tomber à la télé avec le mec qui jouait du violoncelle, dont j'ai oublié, c'est... André Rieu? Non. Le virtuose du violoncelle qui jouait en bas du mur. On va avoir droit aux chutes du Niagara encore un petit peu. Il nous en veut. Ah non, c'est pas grave. Bon. Et voilà, en septembre, je dis et ça m'avait toujours fasciné de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur. Et au mois de septembre qui suit, je me dis, faut que j'aille voir de l'autre côté du mur, faut que j'aille à Berlin, voir ce mur de Berlin, et puis voir comment les gens vivent maintenant dans tout ce bloc de l'Est qui était vraiment inconnu à l'époque. Voilà, ça m'a donné le but. Donc j'y étais à pied par les chemins de rando, etc. Et à un moment donné, je suis tombé en Allemagne de l'Ouest,
Et puis en Allemagne de l'Est, voilà. Et puis après, j'étais en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie à l'époque. Enfin, j'ai erré dans l'Europe entière pendant des mois et des mois. J'ai fait un grand 8. Je suis passé en Hollande aussi. J'étais sur la mer Baltique. Enfin, je vous le fais en désordre, mais voilà. À un moment donné, au bout de 11 mois, j'ai compris, quoi. Je me suis réhabitué aux gens parce que j'ai compris que sur 9 personnes sur 10, il y en avait 9 qui te voulaient du bien. Ils voulaient t'aider. J'ai été hébergé. On m'a donné à manger. On m'a fait visiter des villes, des régions entières, on m'a prêté des vélos, franchement, les gens sont top, quoi. Et c'est quoi le déclic du jour au lendemain qui te fait rentrer, justement? Parce que t'avais pas tout, t'avais pas de Ouais, billet, t'avais rien. Matin, tu te réveilles, tu te dis, j'ai besoin. Je suis très impulsif, je me rends compte, parce que tout compte fait, c'est un matin. Je me rappelle, j'étais dans un bois près d'une autoroute. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Je sais plus trop où j'étais. Je crois que, je sais même plus dans quel pays. Ok. Mais je vois la scène. J'étais dans les bois, je fais mon petit pactage le matin, je replie mon duvet, et puis j'éteins mon petit feu, parce que tous les soirs j'étais dans les bois, voilà. J'ai pas passé une bonne nuit, et j'avais une pomme, je dis, bon, j'en ai marre, je rentre. Donc j'ai marché, je suis arrivé au pied d'une rocade d'autoroute, j'ai gravi un petit peu le talus pour tomber sur la rocade qui menait à l'autoroute. Je me suis dit, j'ai une pomme, le temps qu'on me prenne, avec la tronche que j'avais une barbe à la ZZ Top, un sac, c'était le sac de l'armée de mon père, en cuir et tout, enfin, en tissu et lanière en cuir, dont une qui avait pété, que j'avais bricolé une sangle avec ma ceinture pour la réparer. Donc, comme j'avais maigri, mon pantalon tombait, donc j'avais fait une ceinture en ortie, clodo, quoi. Et donc, le temps qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien, qui ait pitié, qui veuille bien me prendre, bon, pour rentrer en France, la première voiture, elle s'arrête. Je me vois encore regarder la pomme, j'avais pas encore mordu dedans, j'avais juste tendu le pouce que la première voiture s'arrête. J'ai dit, ah ouais, non, là, c'est vraiment le moment, quoi. Voilà, les planètes sont alignées, faut que je rentre. Et en 3 jours, je suis rentré chez moi, en stop, avec des routiers, dont un qui m'a invité chez lui pour que je me douche. J'ai passé la nuit chez lui, sur le canapé, je me rappelle. Mais malgré tout, ma mère m'a même pas reconnu quand j'ai frappé à la porte. Elle m'a dit non, je veux rien acheter. Elle m'a pris pour un démarcheur. J'ai dit, c'est moi. Parce qu'à l'époque, je rappelle, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet. Enfin, on n'avait pas de moyens de communication comme maintenant. Donc, c'était les lettres et puis. Ouais. Et comme j'écrivais pas, voilà. Donc, mais ça a été comme un rite de passage. Voilà, je suis passé de l'âge ado à l'âge adulte. Et là, du coup, tu retrouves un peu foi en l'humain, j'ai envie de dire, et puis tu testes du coup tes premières compétences justement de survie en fait. Et c'est derrière, c'est là où j'ai tout appris. Hein. C'est ça, voilà. J'ai fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire en bivouac. Ouais. Mais j'ai accumulé énormément d'erreurs, et donc l'erreur peut être assimilée à de l'expérience. C'est quoi les 2-3 plus grosses conneries là que tu aurais pu faire? Moi, j'en raconte toujours une, c'est qu'un jour, il faisait du vent, j'étais au bord d'un chemin et il y avait des fossés pour drainer l'eau. Et le vent me saoulait vraiment, ça saoule le vent. Hein. Ouais. Et donc je décide de bivouaquer dans le fossé. Là, il y avait un peu des arbres, tout ça, et dans le fossé, le vent me passait par-dessus, j'étais bien, quoi. J'étais à l'abri, il faisait chaud, c'était super. Je dis, là, je dors là, impeccable, quoi. Sauf qu'il a plu, mais à 30 km de là. Okay. Et le fossé, bien sûr, voilà, il s'est rempli. Et je m'en suis pas rendu compte. Quand tu dors, tu te dis, tiens, c'est un peu humide, merde, et tu rêves que tu es en train d'uriner. Des choses comme ça qui te passent par la tête, mais ça va, c'est pas froid, c'est bon, c'est moi qui me fais une idée. Enfin, on est dans un semi-coma quand on dort. Et puis à un moment donné, je sens que je bouge, quoi. Oh putain. C'est-à-dire que je flottais. J'étais dans mon duvet et je flottais parce qu'il y avait tellement... Le fossé s'était rempli d'eau. Et il y avait tellement d'eau que le fossé l'eau m'emmenait un peu plus loin, quoi. Voilà, grosse galère. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, t'es trempé de partout, le sac aussi, t'es en train de chercher tes affaires. Pas de lampe frontale, bien sûr. Tu tâtonnes et t'es trempé. Et tu passes la nuit très chauffé, à taper, etc. Parce que le feu, il y en avait pas là cette nuit-là. Voilà. Ça, t'as appris tout seul à faire du feu, tiens, justement? Oui, alors ça, c'est parce que quand j'étais petit, je voulais être garde forestier, archéologue. Donc toutes ces techniques ancestrales, fabriquer des arcs, des flèches, tout ça, je l'avais déjà assimilé. Mais je faisais du feu avec un briquet, hein.
Ok. C'est vachement pratique, un briquet. C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. Faudrait ouais. dire ça aux gars de Koh-Lanta, ils se font chier à chaque fois avec leur folle. Moi, c'est ce que je dis maintenant lors de mes stages de survie que j'encadre, c'est partir toujours pour jamais tomber en situation de survie, au moins avec 3 sources de feu, quoi. Un briquet, une petite loupe solaire, là, une petite loupe, et puis un fire steel, c'est le bâton qu'on frotte, là, qui fait de grosses étincelles. Voilà. Si on a ces 3 trucs-là, on fera jamais du feu avec 2 morceaux de bois, parce que faire du feu avec 2 morceaux de bois, c'est quand même la galère. Mais si on le sait le faire, on est un peu plus rassuré si les 3 autres techniques ne fonctionnent pas. Et t'as eu des galères aussi, genre, je sais pas, avec est-ce que t'arrives à trouver à manger, justement? Ouais, alors chaque saison a ses petites... les petites baies, les petits trucs. Ouais, les petites baies, les légumes... les légumes sauvages, les orties, etc. T'as jamais eu d'intoxication parce que tu t'es planté bêtement comme ça? Il y a une grande règle, hein. Si tu as le moindre doute, tu prends pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, faut vraiment laisser sur le chemin. Non, on risque de faire une bêtise, donc on prend pas. Okay. Et puis, honnêtement, c'était pas de la survie, c'était de l'errance. Oui. Et les gens, quand je m'arrêtais sur une place où il y avait une petite fontaine, je demandais si l'eau était potable pour remplir ma gourde, etc. Et puis les gens commencent à discuter avec toi, tu leur poses des questions. Et puis, tu t'assois à l'ombre, tu fais une petite sieste, et puis 10 minutes après, la personne elle revient, ça m'est arrivé plein de fois, elle dit, tiens, prenez. Et puis, c'est de la bouffe. C'est un paquet de gâteaux, c'est une baguette. Je demandais rien, hein, mais j'ai appris à rien demander, parce que quand tu demandes rien, quand tu es sincère, honnête, les choses viennent à toi. Ouais, Alors, faut être capable de se dire, non, cette fois-ci, c'est une journée sans, mais faut pas chercher. Moi, à chaque fois que je ne cherche pas, ça vient, les choses viennent à moi. Donc, est-ce que j'ai une bonne étoile ou pas? J'en sais rien. Mais à chaque fois que j'étais au plus bas, ça m'a permis de rebondir. Quand t'as vraiment faim, etc., là, tout d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui t'invite chez toi, puis qui te donne tout, quoi. Et donc, si on est sur la fin, du coup, de cette succession d'échecs et le rebond final, donc ça a découlé sur quoi après? Donc, tu rentres, tu revois donc tes parents, ta femme, et tu décides de lancer, justement, ta boîte, et t'as écrit plusieurs bouquins aussi, du coup, sur la survie en milieu naturel, quoi. Oui, voilà. Alors, on a continué à faire du graphisme, mais ça a pas trop mal marché. On a eu tous les clients qu'on voulait. Et puis, à un moment donné, on servait de banquier à nos clients. C'est-à-dire que pour se faire payer, il fallait vraiment pleurer son fric. C'était pénible à un point, mais on avait je sais pas combien de milliers d'euros, enfin de francs à l'époque. Je parle à un jeune, donc j'essaye de parler jeune, mais c'était des francs. Bon, c'était des nouveaux francs. Des anciens, non. Mais voilà, on servait de banque à nos clients. Donc à un moment donné, encore une fois, j'en ai eu marre, parce que on méritait cet argent, et donc je me suis dit, on va casser le moule un peu là, qui nous met dans un inconfort total, et on va changer complètement de métier. Et qu'est-ce qui me plairait, la petite crise de la quarantaine, quoi, à 37 ans, je dis, on va faire des stages de survie. Alors là, stupéfaction dans mon entourage, ou même chez les clients, mais ça marchera jamais, ça n'existait pas à l'époque. Pour les civils, hein, je parle. Et on a monté ça, et tout compte fait, en accumulant tout le savoir-faire que l'on avait acquis dans les échecs ou dans la création d'entreprise, etc. Et on avait plein de pièces de puzzle, mais on les avait jamais assemblées. Et quand on les a assemblées, ça a fait vraiment stage de survie. C'était évident. J'avais le savoir-faire, on va dire toutes les erreurs qu'il fallait pas faire en survie, je les avais déjà plus ou moins faites. Pas l'erreur fatale, puisque j'étais en vie. Donc voilà. Ma femme possédait une ferme de famille, et on l'a toujours, c'est vraiment notre fief, en Dordogne, où on a quelques hectares de bois. Enfin, on avait tout. Le savoir-faire aussi de faire un site internet, etc., puisque ma femme est graphiste. Tout ce que j'avais appris en ébénisterie, des petits assemblages, etc., pour faire des abris, la charpente... Voilà, le savoir-faire ancestral des Indiens ou des hommes de la préhistoire, je sais pas mal de choses, sans me prendre pour un archéologue ni un ethnologue, mais ça va. Enfin voilà, on avait accumulé plein de choses dans l'échec ou dans le savoir, et franchement, là, c'était là. Et puis le retour à ce que je voulais faire depuis toujours, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans la nature, voilà, c'était évident. Ceux qui auront 40 ans dans quelques années verront ce dont je parle, la petite remise en cause de la quarantaine. Voilà. Trop cool. Une petite dernière question avant qu'on clôture cette interview, puis après il y aura les questions pour la mention, bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais, c'est quoi les deux, trois conseils que tu donnerais au Denis de l'époque? Alors, au Denis de l'époque, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus, qu'il tape un peu plus du poing sur la table
pour vraiment pas souffrir intérieurement. Ça s'est jamais vu. Hein. S'affirmer davantage. Ouais, s'affirmer davantage. Après, merci mes parents, franchement, j'ai le trémolo, là, ça fait longtemps que je les ai pas vus. C'est vrai, hein, je triche pas, là. Parce que ils m'ont toujours dit qu'ils croyaient en moi. Voilà. Au plus bas, ça a toujours été ça. C'est quand tout était, quand j'avais le genou en vrac, quand toujours mes parents, toujours m'ont dit, mais toi, tu retomberas toujours sur tes pattes, tu arriveras toujours à trouver un moyen de t'en sortir en croyant en toi, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, merci. Ouais. L'importance de l'entourage, ça, c'est revenu dans chaque épisode à chaque fois. C'est primordial. Hein. Ouais. La famille, les amis, ils sont toujours là. Ouais. Et puis il y a des personnes qui marquent, hein, le papon, le fameux papon. Ouais, le papon. Génial, incroyable. Le prof de maths. Et puis mes parents, et puis il y en a d'autres aussi. Hein. Voilà, donc s'affirmer, croire en soi, toujours, mais c'est évident. Mais si j'avais su, j'aurais frappé un peu plus du poing sur la table, comme je l'ai fait lors du conseil de classe, là où je dis, bah non, vous êtes tous des cons. Alors sans insulter, bien sûr, dans le respect de l'autre. Mais et puis alors, chose incroyable, j'ai mis longtemps à comprendre que les gens étaient foncièrement bons. Croire en l'amour des autres. On est trop sceptique, on est trop méfiant envers les autres. Certes, il y a des gens pourris qui vont nous arnaquer, etc. Mais sur 100 personnes, il y en a 99 qui sont bons. Donc croire en l'autre et leur faire confiance. Et puis, si on se fait arnaquer, les 99 autres personnes qui nous ont fait du bien vont compenser énormément le 1% des personnes qui nous ont arnaqués. Voilà, c'est ma philosophie. J'aime beaucoup. C'est bien beau. On va terminer sur ça, l'interview, parce que c'est des belles paroles, Denis. Et on passe aux questions pour la mention. Attention. Question pour la mention. Première question, donc, Denis. Pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? C'est toujours croire en l'autre. En l'amour des autres. Enfin, faut croire. Alors, ça fait très religieux, mais croire en l'autre. L'abnégation, jamais abandonner. Quand on se prend un mur dans la tronche, on passe à côté, quoi. On cherche le chemin annexe qui nous amènera au même but. Et puis, moi, c'est le côté survivor qui parle. C'est rien n'est jamais perdu. Ah ouais, non, jamais abandonné, je l'ai dit ? Non. Mince. Là, t'as dit la confiance en premier, l'abnégation, du coup. Ouais. Et puis, on n'est jamais au fond du trou. Quand on dit qu'on est au fond du trou, c'est pas vrai. On peut encore descendre plus bas. Et puis, on n'est jamais au top. On peut toujours monter. Voilà. C'est comme pour moi, le mental, c'est comme les chiffres. Il y a le 0, c'est le point normal. Il y a le plus, les chiffres positifs jusqu'à l'infini. Ça s'arrête jamais. Ça, c'est quand on est un peu euphorique et bien dans sa tête. Puis il y a le moins aussi. Ça s'arrête jamais aussi de l'autre côté. Donc quand on croit qu'on est au fond du fond, non, on peut toujours encore être plus mal. Ce qui fait que ça nous permet de relativiser un peu et de dire, il y a encore pire que moi. Ouais, donc la gratitude, on pourrait appeler ça de la gratitude. Aussi, merci de synthétiser. T'inquiète. Je commence à avoir l'habitude à demander les vertus à tout le monde à chaque fois, du coup. Ok, très belle réponse. Du coup, confiance, abnégation, gratitude, c'est des belles vertus, Denis. Est-ce que tu as alors un livre que t'as lu dernièrement, que t'as beaucoup aimé ? Alors si j'étais vraiment très peu modeste, je dirais le tien. Il vient de sortir il y a 15 jours. Ah, magnifique. Ça, on va mettre le lien, du coup. C'est le 12e, c'est le savoir-faire du survivaliste. On aurait pu parler 1 heure sur le mot survivaliste, uniquement, mais bon, ça... c'est un autre sujet. Voilà, c'est plein de petits schémas, c'est ludique, tout le monde peut y arriver. Si moi j'y arrive, les gens y arriveront. C'est vraiment pour le grand public. Puis il y a un mois de ça, il y en a un autre qui est sorti aussi. C'est les 100 plantes indispensables qu'on devrait tous connaître. On devrait, en tant qu'humain, savoir reconnaître 100 plantes dans la nature, et rien de compliqué non plus. 100 plantes qui pourraient nous servir à nous soigner, à manger, à se nourrir, à fabriquer des choses. Voilà. À nous faire une ceinture en ortie. Voilà, plein de choses. Voilà, c'est les b.a.-ba, c'est l'essentiel. Puis il y en a d'autres. Il y a la survie mode d'emploi, il y a survie en ville, il y a plein de choses. Il y a l'almanach du Survivor qui sort tous les ans. Enfin, je m'amuse. Et là aussi, je pensais jamais pouvoir écrire un bouquin de ma vie, quoi.
Et j'en suis au 12e. Donc, merci Fabuleux. à mes 2 maisons d'édition qui me font confiance, qui ont cru en moi. J'ai jamais cherché un éditeur, hein. C'est eux qui sont venus me chercher. Le luxe incroyable. Fabuleux. Comme quoi. La belle voilà. histoire. Ouais. Et trop bien. J'ai une dernière question, Denis. Est-ce que, avant ça, c'est quoi le prochain objectif que tu t'es fixé? C'est de repartir en terra incognita. Au mois de septembre, là, c'est la session qu'on n'a pas pu faire au mois de mars. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un truc là, une petite Bizarre, pandémie. ouais. Je sais plus. Par les Chinois, je crois, je ne sais plus. Ouais, on nous oblige à porter un masque. Sombre affaire de les Illuminati. Je crois que c'est les Illuminati. Voilà, c'est la théorie du complot. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. La Terre est plate, non? Voilà. Et non, c'est de repartir à l'aventure avec mes clients en terra incognita. J'ai un stage qui s'appelle comme ça, où les gens se jettent dans le vide avec moi. J'ai un peu préparé l'affaire quand même. Mais eux, ils m'ont fait un gros chèque et puis je les amène à l'aéroport et je leur dis à destination. Une fois arrivé. Trop bien. Ça te rappelle quelque chose sûrement. Ouais, mais je l'ai inventé avant. Mais c'est pas grave, ça me fait de la pub cette émission. Superbe émission. Voilà. Et donc j'espère qu'au mois de septembre, la session va pouvoir se tenir. Alors on a bon espoir, ça se réouvre. Génial. Voilà. Bon, trop bien. Petit rituel de fin avant qu'on se quitte, Denis. Ça va faire une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu arrives donc de manière très synthétique, concise justement, à me résumer ce qu'on vient de se dire, notre belle discussion là, en une phrase, une belle phrase de fin pour finir ça? Moi, ma vie, et ce qui me motive le plus, c'est les rencontres. Et là, ça a été une belle rencontre. Voilà, on apprend l'un de l'autre, on apprend à se connaître, on échange, on s'enrichit mutuellement, et tout compte fait, voilà. Si c'est une phrase concise, c'est même un mot, c'est la rencontre. C'est beau. Écoute, Denis, magnifique. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci pour ce beau témoignage, ces belles histoires, hyper enrichissantes et inspirantes pour tous ceux qui écouteront. Et j'en ai on plein peut te d'autres. retrouver. J'imagine, on aurait pu rester ici pendant 3 plombes, mais bon, moi j'ai des rendez-vous, toi aussi après. Du coup, faut qu'on enchaîne. Et du coup, les gens peuvent te retrouver donc sur Instagram aussi. J'ai vu, t'as ta page Denis Tribaudot. Je mettrai de toute façon, bien évidemment, les liens. Et les livres, ils peuvent les retrouver sur ton site, site internet aussi. Exactement, oui. Alors c'est stage-survie-tribaudot.com. Vous l'écrivez comme vous le sentez, généralement vous tomberez sur moi. Voilà, ouais, tout est bien détaillé, les stages de survie, les livres, Facebook, le coup classique. Je suis vieux mais moderne. Et sur ces belles paroles, Denis, merci beaucoup. Passe tout de bon pour la suite, bon courage pour les nouveaux camps de survie, terra incognita, et puis à très vite. Ouais, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.